Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Aurélien. Aurélien, il est expatrié à Budapest lui aussi, mais à la différence des profils dont j'ai l'habitude d'interviewer, il est salarié. Du coup voilà, j'ai voulu un petit peu échanger avec lui pour comprendre son expérience ici. Donc bah écoute, je te laisse te présenter rapidement. Petite pause très rapidement dans la vidéo parce que j'ai une annonce à te faire. Si tu envisages de quitter la France, que tu y réfléchis de plus en plus sérieusement mais que tu ne sais pas comment faire, où aller ou que tu as peur d'échouer, de prendre la mauvaise décision, alors sache que j'ai une solution pour toi. J'organise ici, à Budapest, des rencontres de 4 jours directement avec moi. L'objectif de ces jours, c'est de pouvoir répondre à toutes tes questions sans censure, de pouvoir échanger en réel, de rencontrer d'autres expatriés et des locaux ici pour savoir si c'est un endroit où tu pourrais te plaire. L'année dernière, il y a déjà plus d'une 50 personnes qui ont décidé de venir me rejoindre. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont installés à Budapest, mais tous ont trouvé des réponses à leurs questions et savent maintenant ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Voilà, si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description et moi je te prends pas plus de temps, je te dis bonne vidéo. Bonjour à tous, donc moi c'est Aurélien, je me suis installé à Budapest il y a à peu près 1 an et 8 mois je dirais, et donc je suis ici en fait en tant qu'ingénieur cybersécurité pour l'industrie automobile dans une entreprise hongroise, c'est-à-dire payé en forain, hein, donc pas en euros, et voilà en gros dans l'idée. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comme tu es payé en forain, est-ce que le salaire il est suffisant pour vivre ici? Parce qu'on a quand même l'idée qu'en Hongrie les salaires sont relativement bas. Est-ce que toi ça te convient? Alors directement je vais casser une idée reçue par rapport à là d'où je viens. En France, en tout cas, ma ville c'est Rouen pour ceux qui connaissent. Je suis mieux payé ici en forain que dans ma ville en France. Donc ça peut paraître peut-être surprenant, mais je pense qu'ici les profils peut-être spécifiques, plus techniques, vont être mieux payés, mieux récompensés qu'en France, y compris pour ma part, parce que c'est une petite entreprise, hein, c'est pas du tout une entreprise internationale, une grosse entreprise, on est une 20-30 personnes en gros. Donc je pense que si vous cherchez bien, c'est pas très compliqué, hein, mais vous pouvez trouver des offres très intéressantes. Tu avais galéré à trouver. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu avais cherché en Hongrie? Est-ce que tu as cherché en Hongrie? Est-ce qu'on t'a proposé cette offre et tu l'as saisie? À la base, moi, ce que je voulais, c'était m'expatrier en Europe centrale. Donc, pays cible, Pologne, Hongrie, bien sûr, Tchéquie, mais également aussi peut-être des pays moins en Europe centrale, disons, peut-être Bulgarie, Roumanie aussi, par exemple. Mais j'ai eu en fait cette offre, donc cette opportunité tout simplement à Budapest que j'ai saisie, tout simplement. Donc c'était, disons, une parmi d'autres, et je me suis lancé ici. Pourquoi cette volonté de vouloir t'expatrier finalement, partir de France? Qu'est-ce qu'elle n'est pas en France pour que tu aies cette envie-là? Alors pour moi, ça va être très simple. Je cherchais une qualité de vie, Okay. en fait, que je ne retrouvais plus en France. Aujourd'hui, on va pas se le cacher. C'est avant tout, je pense, en tout cas pour moi, une insécurité grandissante. C'était vraiment la chose principale. Et ensuite, en deuxième, ce que je dirais qui n'est pas non plus du tout négligeable, peut-être que les gens sur cette chaîne, c'est ceux qui le recherchent davantage, ça va être la fiscalité. C'est non négligeable. En France, les taxes sont ahurissantes, on va pas se le cacher. Et disons que payer des impôts pour des choses auxquelles vous n'adhérez pas, c'était pas quelque chose dans lequel je me projetais à long terme, c'est-à-dire payer pendant des années des impôts pour promouvoir des choses ou faire des lois ou autres avec lesquelles je n'adhère pas du tout. Ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. Moi, ça a été une de mes raisons aussi de partir. Pas tant les impôts je m'en fous d'en payer, mais que ce soit pour les bonnes Oui, tout à fait. Les raisons. Pour les bonnes raisons. Enfin, en tout cas, les bonnes raisons pour moi, quoi. Oui, non, je suis d'accord, tout à fait. Qu'est-ce qui te pesait le plus? Tu m'as parlé de l'insécurité. L'insécurité grandissante, comment est-ce que ton quotidien se dégradait? Qu'est-ce qui te pesait le plus quand tu étais en France? Ce qui me pesait le plus, c'était tout simplement d'évoluer dans un milieu qui ne ressemblait plus à ce à quoi il était en fait auparavant. Ne plus retrouver cette forme de liberté de se balader, disons, à des heures une fois que le soleil s'est couché simplement, et devoir un petit peu faire attention, regarder à droite à gauche un peu partout. J'ai des exemples tout bêtes, hein, mais dans une vie en Europe centrale, on pose son téléphone sur le bord de la table du café, au café, et on se soucie pas vraiment de ce qui peut se passer puisqu'il ne se passera rien en fait, tout simplement. Donc ça, c'est tout en fait cette comment dire,
cet esprit. Hein. C'est-à-dire qu'on a une légèreté, une sorte de dolce vita quelque part qu'on retrouve ici, qu'on ne retrouve plus en France. Et puis voilà, il y a aussi une grande homogénéité en Hongrie qui fait qu'il y a un meilleur sentiment de confiance entre les individus. Quand tu dis homogénéité, tu parles de culture? Culture, ethnique, en général en tout cas, oui. Ok. Ouais, tu penses que comme on est entre guillemets entre peuples qui se ressemblent, ça va se nickel? Tout à fait, tout à fait. Pour cette raison, ça induit toutes les autres. C'est-à-dire cette qualité de vie, cette douceur de vivre, une sorte aussi une forme de bienveillance, bien que je pense que les Hongrois soient plus froids peut-être que d'autres peuples européens, mais en tout cas on n'a pas ce sentiment peut-être de pression ou cette forme d'anxiété qu'on peut avoir en France, qui est quand même très agréable ici. Ok. Ça se traduit comment quand tu sors la nuit, quand tu sors en journée? Est-ce que tu as déjà ressenti des moments lourds, peut-être dans certaines rues à Budapest ou pas du tout? Franchement, non, pas du tout. Okay. Déjà, peut-être que c'est aussi un facteur qui peut jouer, mais vu que c'est une ville qui est assez dynamique, il y a beaucoup de monde, même de jeunes, une vie étudiante assez importante. Il y a toujours un petit peu d'activité quelque part, donc on est rarement disons dans une sorte de ruelle sombre, isolée, etc. Et sincèrement, le pire que vous ayez à craindre, disons, si on peut dire à craindre, ce serait éventuellement un SDF peut-être un peu bourré. Mais je veux dire, il y aura pas une sorte d'altercation, si vous voulez, avec un couteau ou quoi que ce soit. Peut-être cette personne va, disons, crier légèrement. Enfin, ce sont des choses disons, normales, qui arrivent d'une manière statistique, peu importe où on se trouve dans le monde. Surtout en capitale. Surtout en capitale, oui. Ok, très bien. Donc le déclic qui t'a donné envie de partir, c'est ça, cette baisse de qualité de vie finalement. Tout à fait. Ok. Et pourquoi la Hongrie? Pourquoi, au-delà de l'offre de ta société, l'offre d'entreprise, pourquoi la Hongrie? Parce que tu m'as parlé de la Pologne, tu m'as parlé de la République tchèque. Pourquoi est-ce que tu as choisi la Hongrie et que tu t'es pas dit plutôt la Pologne qui est à la mode en ce moment? Plutôt la Hongrie, disons peut-être, je sais pas, une sorte de curiosité peut-être davantage vis-à-vis de la Hongrie. Il y a aussi peut-être, disons qu'aussi en Pologne le gouvernement reste, disons, assez conservateur. En Hongrie c'est aussi le cas, donc une sorte de société qui veut continuer de vivre comme ça, si on veut. Donc il y a ça aussi qui m'a attiré. Se dire que les Hongrois ont encore cette volonté vraiment de continuer sur cette voie en fait qui, je pense, leur permettra un succès par rapport à l'Occident, je veux dire à l'Europe de l'Ouest, qui elle a fait d'autres choix et pour lesquels ils en payent les conséquences aujourd'hui. Et je pense qu'ici, particulièrement en tout cas en Hongrie, les gens sont conscients parce qu'ils ont quand même vécu le communisme, ils ont vécu beaucoup de choses et ils savent, on va dire, et sont peut-être plus alertes sur les dangers du monde moderne ou de ce nouveau monde promu en Europe de l'Ouest qui pourrait les atteindre. Donc disons que pour moi c'était aussi rassurant que ces gens aient une sorte de conception telle quelle. En tout cas. Ouais, tu voulais vraiment t'éloigner des idées trop progressistes de l'Europe de l'Ouest finalement. C'est ça aussi, c'est ça tout à fait. Okay. Il y a aussi cette partie-là. Quand tu as annoncé à ton entourage que tu partais, c'est souvent une crainte qu'ont les personnes quand ils s'expatrient, c'est la crainte un peu de l'entourage. Quand tu as annoncé que tu partais, comment est-ce que ton entourage il a réagi? Ils m'ont toujours soutenu en fait dans mes démarches. Et concernant l'expatriation, ils me poussaient même quelque part à partir parce que ils voyaient également cette déliquescence en fait de la France et ils se disaient que je fais le bon choix en partant. Donc bien sûr, je manque à ma famille, j'essaie de les voir le plus souvent possible. C'est toujours difficile pour ses parents de voir son enfant partir à l'étranger. Mais ils m'ont au contraire, je dirais, encouragé à prendre cette voie. Ok, ils n'ont pas essayé de te désister en te disant que c'était des pays qui n'étaient pas forcément safe ou autre, parce qu'il y a quand même des clichés sur l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Mais non, ils étaient plutôt bien au courant. J'ai
je vais pas présenter le projet comme un exposé non plus, mais j'ai expliqué mon point de vue, comment ça se passait en Europe centrale, etc. Et disons que j'ai aussi un peu cassé les clichés. Mais aujourd'hui, les gens se rendent de plus en plus compte sur la réalité qu'est l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Oui, complètement. Et ils en tombent des nues. Ouais. C'est pour dire, ils se rendent compte qu'il reste peut-être quelque chose et que c'est peut-être là-bas finalement que l'avenir se passe. Et c'est vrai qu'il y a quand même encore les grosses croyances d'une certaine propagande d'Europe de l'Ouest qui diabolise un petit peu tout ce qui est Europe centrale, Europe de l'Est. Mais toutes les personnes qui me rejoignent, pour que ce soit des séjours ou alors même des touristes à qui je peux parler, ou les gens comme toi qui s'installent ici à qui je parle, tout le monde est unanime, quoi. En fait, ça surprend à chaque fois les premières fois qu'on vient, quoi. Même moi, le premier, j'étais surpris les premières fois que je venais, quoi. Est-ce que tu as eu des doutes quand tu es passé à l'action? Est-ce que tu as eu des doutes sur ton expatriation, sur ton projet expatriation? On peut avoir quelques doutes, on va pas se le cacher. Des doutes sur est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce le bon pays d'Europe centrale? Est-ce la bonne vie qu'on veut mener au final? J'ai envie de dire, mais après tout n'est pas figé. Hein. Encore pour ma part, je suis jeune, donc T'as quel âge? j'ai 25 ans. 25 ans. 25 ans. Donc je serais peut-être amené également à bouger en Europe centrale. Encore une fois, toujours en Europe centrale, je pense pour moi, parce que c'est là que ça me plaît tout simplement. Mais Je compte pas aller plus à l'Est, potentiellement? plus à l'Est, peut-être. Plus à l'Est, j'avais pensé Biélorussie par exemple, Russie éventuellement. Mais pour moi, on sort un peu du cadre. Je pense que l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, cantonnée, disons, à l'Union européenne, concentrent vraiment tous les avantages et bénéfices Les deux. entre les deux. Voilà, c'est ça. C'est un juste milieu entre Est ouais, et Ouest. tout à fait. Je pense que c'est vraiment ça. Ok. Quelles sont les personnes? Est-ce que tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé dans ton expatriation? Pas spécialement. Disons que j'ai entrepris les démarches moi-même. Et après, donc grâce quand même à mon travail, là-bas on avait des collègues qui étaient dédiés à nous, qui étaient là pour nous aider en fait dans toutes les démarches qu'on doit faire une fois qu'on arrive en Hongrie. Donc à savoir la taille card. La carte de résidence, la carte de taxe. Voilà, c'est ça. Toutes ces choses-là, toute cette paperasse, voilà, on m'a montré, on m'a donné les papiers à remplir, etc. On s'est même rendu dans différentes, je sais pas comment ça s'appelle exactement, des centres. Le bureau d'immigration, voilà, l'ANA, etc. Ouais. Directement avec des collègues. Et pour peut-être qu'on va en parler après, mais peut-être pour l'appartement, on m'a conseillé un site donc, qui s'appelle Ingaltan. Et à partir de là, après, j'ai tout trouvé moi-même en fait. Je me suis directement rendu en Hongrie, signé les papiers, etc. Donc pas de difficulté pour les démarches finalement, ça a été assez Non, rapide. absolument aucune difficulté. Et pour l'appartement, comment ça s'est passé? Pour l'appartement, donc pour la petite histoire, j'ai commencé le travail en janvier en télétravail. Et je suis venu définitivement fin février. Et donc, durant ce petit laps de temps, je suis venu littéralement pour la première fois en Hongrie, donc au tout début du mois de janvier, pour prendre un appartement. Et je suis resté ici un peu moins de 16 heures. C'est-à-dire que je suis arrivé le soir en avion et je suis reparti le lendemain à 4 heures du matin. Et donc, je suis arrivé, j'étais quasiment sûr que j'allais prendre cet appartement, parce que je venais pour une visite d'appartement. Et donc j'étais avec la propriétaire et ses parents et j'ai simplement rempli les papiers, fait un virement pour la caution et j'avais les clés. Pas eu besoin de montrer des fiches de paie ou des choses comme ça? Absolument pas. Ni de garant? Non, même pas. Juste, je sais qu'en Hongrie, on note souvent tout se réfère au nom de la mère, mais ce n'est pas directement un garant, mais le nom de votre maman va apparaître très souvent sur vos documents. Oui, c'est vrai. D'identité. Voilà. Comment se sont passés tes premiers jours à Budapest? Mes premiers jours. Une fois que t'es arrivé, au-delà de la journée début janvier, une fois que t'étais installé, que t'avais ton appartement, comment ça s'est passé tes premiers jours, tes premières semaines à Budapest? Alors déjà, je suis arrivé un petit peu vers la fin de l'hiver.
donc il fait relativement frais. Donc découverte du climat, on va dire, déjà dans un premier temps. C'est pas non plus extrêmement froid, mais il fait plus froid en tout cas qu'en France. Et Devant, il faisait quoi? Il faisait -2, -3 l'hiver. Ouais, je pense quelque chose comme ça. Et donc c'est la première impression. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je pense comme tout bon touriste finalement, je m'aventure un petit peu dans la ville, un peu partout pour découvrir les monuments. Donc le Parlement, qui était le seul monument que j'avais vu en arrivant, puisque j'avais eu le temps littéralement de faire que ça. Du coup, on est revenu à la source où t'es. Voilà, c'est ça, exactement. On est à la source. Mais voilà, pendant le premier mois, etc., j'ai découvert même, je dirais, les grocery stores. Grocery store. Grocery store, les magasins comme Spar, ok. Lidl, etc. Également les marchés, hein, bien sûr. Mais je veux dire, dans un rayon d'abord à proximité pour savoir où est-ce que je vais faire mes courses, quels produits je vais trouver, etc. Donc trouver un petit peu ces marques. Et à ça. T'as pas trop galéré à trouver tout ça? Non, tout est à proximité, donc on n'a pas vraiment de problème. Tout est aussi ouvert sur une période de temps très large. Par rapport à, en tout cas chez moi, je veux dire, il y a des magasins qui ferment facilement 21h, 22h, même minuit parfois. Tu vas au Lidl à côté de la basilique? Ouais. 24/24 quoi. Ouais. Donc là... Au moins là-dessus, y a pas de souci. Voilà. Et puis même, je veux dire, ça pourrait peut-être être une autre question, mais il y a des services de livraison ici qui s'appellent Kifli. Kifli, qui est, je crois, tchèque et hongrois, ou hongrois et tchèque, je ne saurais pas dire. Et vous avez accès à tout un tas de produits en livraison de manière gratuite. Livraison gratuite et une gamme encore plus large que ce qu'on peut trouver peut-être ici au Lidl, etc. si vous êtes un peu difficile comme moi. Ou que la cuisine française, ou du moins la nourriture française vous manque. Vous pourrez vous débrouiller comme ça, je pense. C'est quelque chose qui te manque, la cuisine française, et du coup tu arrives à compenser avec Kifli? Oui, tout à fait. Disons que les produits, c'est ça qui diffère par rapport à la France, je pense. Selon moi, la différence principale, on va dire, au-delà du fait que la langue soit quand même très différente et compliquée, il y a la nourriture qui est relativement semblable. C'est pas non plus complètement dépaysant. On n'est pas, je sais pas, en Asie du Sud-Est ou que sais-je. Mais les habitudes alimentaires peuvent varier. Ici, on mange beaucoup de porc. Vous en trouvez en majorité. Par exemple, c'est un exemple que je reprends très souvent, qui est la viande hachée de bœuf, par exemple, maigre. Chez nous, on fait des steaks tartare, des steaks hachés. Ici, c'est très compliqué d'en trouver. La viande maigre, là, c'est très compliqué. La viande est toujours au moins à, je sais pas, 20 ou 30% de matière grasse. Donc si vous êtes en sèche ou je ne sais pas, c'est un petit peu compliqué pour ça. Mais si vous vous rendez chez le boucher, vous pouvez lui demander un morceau maigre à hacher, il n'y aura pas de souci. Ça a été un gros problème quand je suis arrivé, c'était le steak haché à 30% dans les grandes surfaces. Ouais. Impossible de trouver du 5, même du 15, c'était chaud. Bah ouais, en marché tu trouves, et voilà, c'est pas si cher que ça en plus. Enfin, c'est même pas cher comparé à France. Je sais pas combien tu payes ton kilo de viande toi, mais... Ici? Ouais. Bah ça dépend, là par exemple, la semaine dernière, 8000 forains. Qui est 20 euros. 20 euros, ouais. C'est un peu plus cher qu'en France, en tout cas pour ce morceau-là. Après, c'était un boucher assez renommé, disons. Mais est-ce que tu arrives quand même à trouver des alternatives ou c'est vraiment quelque chose qui te manque, la nourriture? On trouve des alternatives. Si on veut, on trouve. Faudra payer le prix fort, on va dire. Si vous cherchez, je sais pas moi, des fromages particulièrement. Nous sommes là, on est juste à proximité du Parlement. Je sais que pas très loin, il y a un magasin qui s'appelle Culinaris. Qui permet en fait, qui propose des produits, notamment italiens et français, beaucoup de produits français aussi, et même des vins français, qui sont vraiment identiques à chez nous. Je veux dire, ce sont des produits comme on a AOP ou que ce soit pour des fromages, la crème fraîche, le beurre ou toutes ces choses-là. Vous pouvez les trouver. Le prix est plus élevé. Certains sont semblables. Il y a des prix qui sont tout à fait identiques à ceux en France. Je vais même prendre un exemple. Le boucher là dont je parle. Il avait du poulet des Landes, la Belle Rouge, pour ceux qui viendraient des Landes. Il était moins cher qu'en France. Le poulet, je le paye en moyenne 6 euros le kilo, moi, aujourd'hui, là. J'arrive à le trouver à 6 euros le kilo chez le boucher, là. La viande rouge, c'est un peu plus cher. Le poulet, ça va, franchement. Je paye le même prix pour le poulet. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as eu une difficulté marquante, quelque chose de compliqué quand tu es arrivé à Budapest? Ou en Hongrie en général? Alors, franchement, pas du tout. Je suis même surpris souvent par la qualité des services. Je sais que ça, en tout cas,
parmi les Hongrois, ça peut faire un peu débat. Après, ici, on est dans la capitale, donc quand je dis service, je parle de service public en général. Hein. Mais franchement, moi, je suis plutôt toujours agréablement surpris, en fait. C'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. Je sais pas, sur les systèmes de transport, même ici dans mon arrondissement, je suis allé quelques fois chez enfin c'est pas le médecin directement, c'est une sorte d'hôpital public. En une semaine, j'ai bien en une semaine, j'ai réussi à avoir l'ORL radio et revoir l'ORL en l'espace d'une semaine. C'est-à-dire que vous vous rendez dans l'hôpital, vous êtes pris immédiatement. Même pas besoin de recommandation par votre docteur généraliste. Vous arrivez, vous êtes pris, vous êtes examiné. Vous ne payez rien, vous n'avancez même pas. Ah si, c'est pas possible. Tu peux pas ne pas avoir la carte vitale et pas payer. Oui, non, non, en tout cas, ici, voilà, c'est pour casser peut-être encore une fois un mythe. Si votre raison de ne pas venir nous rejoindre, c'est la carte vitale, je pense que... Tu payes combien ton assurance par mois en ce moment? Sur mon salaire? Bah ouais, toi tu payes sur ton salaire directement ton assurance? Ouais, voilà, ça c'est 18,5%. Ah ouais, les plus élevés. Oui, toi c'est les charges sociales toi que tu payes. C'est ça, c'est Ok, ça. ouais. Après, Moi, les impôts, c'est pas très élevé, je crois que c'est 15%, c'est 15% pareil pour tout le monde, c'est flat. Donc voilà, vous avez la fiche de paie est très simple ici, 18,5% pour la sécurité sociale, enfin l'équivalent, et 15%. Voilà, terminé. Et encore, j'avais moins de 25 ans quand je suis arrivé ici, donc les impôts étaient encore moins élevés. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que tu retournerais en France? Est-ce que tu as pour projet potentiellement de revenir? Si les choses pour lesquelles tu es parti s'améliorent, est-ce que tu dois revenir? Alors la réponse va être simple, absolument pas. J'ai déjà dit à mes parents, si je devais revenir en France, ce serait, je sais pas, pour une raison peut-être, j'en sais rien, peut-être gravissime, ou je sais pas, une perte d'emploi, ou une catastrophe, ou que sais-je. Mais ce serait que pour mieux repartir ensuite. D'accord. Tout simplement. J'ai pas envie de revenir en France. Quand je reviens en France, c'est principalement deux raisons. Ma famille, mes amis, et la nourriture. Ah ouais, quand même la nourriture. Ouais, quand même la nourriture. Bah, quand même. Mais au bout de quelques jours, on se prend une claque, une gifle de la réalité et en fait, on a envie de revenir chez nous. Enfin, ce qui est devenu chez nous au final. Ouais. Je sais pas si ça te fait pareil. Moi, je me sens, j'ai de plus en plus à me sentir chez moi en France. Par contre, ici, je me sens vraiment chez moi, quoi. Du coup, c'est vraiment un sentiment où genre il y a vraiment une transposition. Où, comme tu le disais plus tôt, la France, tu la reconnais pas par rapport à celle que tu as connue plus jeune. Moi, c'est pas tant ça. C'est plus un sentiment de, ouais, c'est pas vraiment chez moi, tu vois. Je sais pas, c'est un peu compliqué à expliquer. Je sais pas si ce que je sais dire. Je vois peut-être, c'est peut-être du fait que toi, ça fait plus longtemps. Peut-être que tu es installé. Non, je parle de avant que j'étais parti. Avant même que j'étais parti, j'avais du mal à me sentir là. Moi, je suis parti il y a 4 ans. Et déjà, il y a 4 ans, c'était chaud. Là, maintenant, quand je rentre, je me sens vraiment plus du tout chez moi, quoi. Je me sens vraiment pas... Non, alors, il y a un petit peu de ça, je suis d'accord. Mais le sentiment grandit lorsqu'on part vraiment, on va dire, de son véritable chez-soi. Ok, c'est quelque chose que tu as quand même senti aussi, du coup. Tout à fait. Pour rester dans le thème, quel a été le moment clé où tu t'es dit, ok, ici, je suis chez moi, je me sens chez moi? Ici? Ouais. Je dirais pas immédiatement, mais une fois que cette période d'acclimatation, on a trouvé ses repères, le sentiment ne fait que grandir et on se sent toujours de plus en plus chez soi en fait. T'as pas eu de mal du pays, un mal? Non, absolument pas. Pas du tout. C'est vraiment... tout se fait vraiment naturellement. Et là, si tu veux retourner voir ta famille parce qu'elle te manque, est-ce que c'est facile pour toi? C'est extrêmement simple pour le coup. Je sais pas exactement pour quelle raison. On a beaucoup de chance. C'est-à-dire que moi, quand je prends un vol pour la France, étant donné que je suis de Rouen, je prends le vol vers Paris-Beauvais. Et les vols Paris-Beauvais-Budapest sont très peu chers. Ils sont très peu chers et c'est-à-dire pour 30 euros. 30 euros et... Attends. On va juste attendre qu'il finisse. Oh merde. Et il fait des tests micro, d'accord. Vas-y, c'est bon. Et donc pour 30 euros, vous pouvez avoir un vol vers la France, quoi. Donc vous êtes, je sais pas, vous êtes le lundi, vous voulez vous faire littéralement un week-end en France. Ouais, ça arrive. C'est possible, ou je sais pas, vous avez une raison particulière, vous pouvez le faire très facilement.
pour 30 euros, moins cher que le train en France pour faire Paris. Voilà. quoi. Alors 30 euros, en général, Oui, 30-50, ça peut même être moins cher, mais si vous avez moins de chance, ça pourrait être 100 euros, disons. Ouais, c'est entre 30 et 120 euros. Voilà, c'est ça, c'est ouais. vraiment la fourchette. Ouais, c'est à peu près ça. Moi, généralement, aux personnes qui me rejoignent, je leur dis 80 euros, c'est un bon deal, quoi. Voilà, c'est ça. Un la deal part en honnête. deux. Ouais, c'est ça, exactement ce que. Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu as gagné dans ta vie de tous les jours avec ton expatriation? Moi, ce que j'ai gagné, c'est vraiment, je reviens toujours là-dessus, cette tranquillité, cette liberté d'esprit, c'est sans commune mesure. C'est-à-dire que on se sent revivre en fait quelque part. On se sent vraiment beaucoup mieux. C'est vraiment cette zénitude en soi, en fait. Exactement. D'accord, ok. Si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait partir de France et qui serait potentiellement intéressée par la Hongrie, qu'est-ce que ce serait? Un profil similaire au tien. De ne pas hésiter, de le faire dès que possible. Moi, j'encouragerais toutes les personnes qui nous écoutent à venir nous rejoindre ici. On entend peut-être parfois qu'il faut beaucoup de courage ou peut-être être même téméraire parfois pour se lancer comme ça dans une aventure, mais je dirais que c'est pas que ce n'est pas donné à tout le monde, mais si vous avez l'envie, si vous le souhaitez, si vous vous sentez mal en France, je peux que vous encourager à venir et tout va bien se passer. Je veux dire, il n'y a pas de raison pour lesquelles ça pourrait mal tourner, disons. Donc voilà, mon seul conseil, c'est de simplement se lancer. Il n'y a pas de, je sais pas, bien sûr, c'est mieux si vous avez, je sais pas, un petit peu d'argent, cas où, si vous venez et vous n'avez pas encore un travail, etc. Ce n'était pas mon cas. Donc moi, j'ai trouvé le travail avant de venir. C'était ma démarche. Mais si vous êtes dans cette même approche que la mienne et que vous avez déjà trouvé votre travail, foncez.